Chaque fois qu'on fait une expérience, je casse tout. Je revois encore les profs qui me disent hey, « Monsieur Gis, vous n'avez pas le sens physique ». Donc j'ai vite compris que la physique, c'est pas pour moi. Et il ne reste plus que les choses abstraites, où je ne casse rien. Donc je suis mathématicien. Alors, je suis Françoise Combe, astrophysicienne à l'Observatoire de Paris. Et je travaille sur les galaxies, comment se forment les galaxies, comment est fait l'univers, de quoi est fait l'univers, parce qu'il y a beaucoup de matière inconnue encore, et donc pourquoi nous sommes là, en quelque sorte. Je m'appelle Étienne Gis, je suis avant tout un mathématicien. Et la question de savoir sur quoi je travaille m'a toujours exaspéré, parce que j'ai toujours le plus grand mal à dire je suis géomètre, je suis analyste. J'aime bien les mathématiques. Alors je suis plutôt géomètre, mais c'est un plutôt. J'aime bien les maths. Je suis Hélène Levenbruck, je suis chercheuse au CNRS et je travaille en sciences du langage. Je m'intéresse au langage dans ses manifestations extérieures mais aussi intérieures. Cette faculté qu'on a de se parler à soi-même, qui peut prendre diverses formes aussi. Je suis un neurologue de base qui travaille dans un hôpital où j'ai eu quelques responsabilités et je connais un peu de science dans le domaine des maladies du système nerveux et notamment des maladies neurodégénératives. En fait, je ne pensais pas faire de l'astrophysique quand j'étais toute petite. Je rêvais de faire une découverte en physique, même en biologie, pourquoi pas. Et puis ce n'est que plus tard que la physique s'est imposée. Et puis, quelle physique? J'ai d'abord fait de la physique atomique et moléculaire, donc ça aurait pu tourner vers le quantique, mais c'est tourné vers les grands espaces. L'infiniment grand plutôt que l'infiniment petit. Les maths sont venues progressivement, par élimination successive. Au début, j'aimais toutes sortes de sciences, et puis peu à peu, je me suis rendu compte que j'étais de moins en moins efficace dans un certain nombre de sciences, en particulier en physique. Chaque fois qu'on fait une expérience, je casse tout. Je revois encore les profs qui me disent hey, « Monsieur Gis, vous n'avez pas le sens physique ». Donc j'ai vite compris que la physique, c'est pas pour moi. Et il ne reste plus que les choses abstraites, où je ne casse rien. Donc je suis mathématicien. En fait, assez tôt, je me suis intéressée au langage. J'avais une espèce de passion pour les mots très tôt. J'aimais collectionner les mots et puis j'ai eu un jour un tilt en voyant que je n'étais pas la seule à faire ça. Marcel Pagnol, il raconte ça très bien. Lui aussi, il avait un petit carnet où il notait des mots qu'il trouvait jolis. Je baignais dans un environnement déjà assez bilingue puisque mes parents étaient enseignants d'anglais. Et donc, j'ai eu très tôt ce rapport à la langue et des questionnements sur le langage, les liens entre les mots et la pensée. Donc, je pense que c'est né petit à petit, mais c'était déjà là, présent très jeune, ouais. C'est le choix d'un métier, la médecine, avec l'idée qu'il fallait la faire progresser, selon une idée que j'ai toujours eue depuis longtemps, c'est-à-dire que pour faire de la bonne médecine, il faut former de bons médecins. Pour former de bons médecins, il faut faire un enseignement de haut niveau. Et pour faire un enseignement de haut niveau, il faut faire de la recherche. D'où l'idée de faire de la recherche en médecine. Elle naît toujours de la même manière, c'est-à-dire d'abord, en tant que médecin, on observe beaucoup et on écoute. Alors c'est pas immédiat, hein. Il y a peut-être des eureka, mais ils sont le fruit d'une longue maturation. On observe, on s'étonne, on se pose des questions et on commence à faire de la recherche. Il y a ces phases d'incubation où on va réfléchir, où on va lire beaucoup, où on va se questionner, où on va chercher des faits scientifiques, on va creuser, et puis il y a une sorte d'ébullition mentale où on a l'impression que ça coince, et puis tout d'un coup il y a un surgissement et puis la solution est là. En fait, il faut avoir baigné longtemps dans le bain de le contexte, les mystères et les problèmes, pour que tout d'un coup, il y ait une solution qui apparaisse. Mais ça n'apparaît pas de façon géniale, comme on pourrait le penser. Il faut quand même beaucoup travailler avant. En réalité, on cherche, on fait une découverte longtemps après. Autrement dit, le cerveau a fonctionné sans qu'on en ait conscience, et tout d'un coup, paf, c'est l'illumination. Au début de ma carrière, justement, j'ai fait des simulations numériques pour savoir pourquoi il y avait des barres et des spirales dans les galaxies. Et on a trouvé de façon imprévue qu'on formait des bulbes de galaxies. En fait, ces bulbes, on ne savait pas d'où ils venaient. Et en fait, les barres font des résonances et élèvent les étoiles perpendiculairement au plan. Et ça crée des bulbes. Et ça, c'est très important parce que toutes les galaxies forment des petits bulbes, puis ensuite des gros bulbes. Et on a compris comment se formait une partie des galaxies. Mais j'ai jamais fait de découverte. À côté d'Einstein, de Darwin ou de Claude Bernard, moi je suis un petit nain de rien du tout finalement. C'est pas vraiment une découverte, mais c'est un échafaudage de différents faits qui m'ont conduit à proposer un modèle, une petite théorie on va dire, de comment on produit le langage et en particulier le langage intérieur.
Et donc ce modèle, j'en suis assez fière parce qu'il me permet vraiment d'abord de mieux comprendre comment on produit le langage à voix haute, mais aussi dans sa tête. Il me permet aussi d'étudier certains dysfonctionnements du langage. Ça me permet de mieux comprendre l'aphasie, le fait qu'on ne puisse pas parler à voix haute parce qu'on a eu un AVC, une lésion cérébrale. Et donc, qu'est-ce qui se passe chez une personne qui n'a plus de langage à voix haute? Est-ce qu'il subsiste un langage à l'intérieur de soi et comment ça pourrait marcher? Ce modèle, il me permet aussi d'expliquer les déraillements du langage intérieur et en particulier du dialogue intérieur. Quand on se met à avoir des dialogues, imaginer des situations de dialogue, mais qu'on finit par ne plus avoir ce sentiment d'être l'auteur de ces voix qu'on produit, de ces dialogues qu'on produit. Et donc ça, c'est ce qui conduit à l'hallucination auditive verbale, le fait d'entendre des voix. Si c'était à refaire, avec maintenant la réflexion que j'ai eue sur tout ce que j'ai rencontré pour faire de la bonne science, et notamment pour faire des découvertes, je pense que je ferais mieux. Je ferais mieux, mais probablement engoncé dans un cerveau qui, de toute façon, se rétrécit avec l'âge, je pense. Alors moi, j'ai une admiration infinie pour Darwin. C'est un peu banal comme réponse, désolé. C'est l'un de ceux qui ont vraiment changé notre vision du monde, de notre humanité, de notre espèce. Quand on voit un peu comment les gens pensaient avant lui et après lui, il y a eu un changement de paradigme tellement profond que je trouve c'est extraordinaire. Alors je crois que tout le monde est unanime, c'est quand même Einstein. C'est Einstein parce que c'est un homme qui avait une capacité de synthèse, une vision et une ambition intellectuelle extraordinaire. Chaque fois qu'il prenait quelque chose en main, il trouvait une solution. C'est quelqu'un qui connaissait ses limites et qui avait une réflexion philosophique extraordinaire. Je pense que c'est évident, c'est Marie Curie. C'est Émilie du Châtelet. C'est une mathématicienne qui a eu très tôt des intuitions mathématiques très fondées, très justes. Ce que je trouve remarquable chez elle, c'est qu'elle devait entendre ce discours que les mathématiques n'étaient pas faites pour les femmes. Elle a quand même eu cette volonté et cette confiance en elle intérieure qui lui a permis d'aller plus loin et puis de faire des découvertes intéressantes. Donc, chapeau. Dans le livre, j'ai parlé d'Alan Turing, mais peut-être parce que je suis touché par l'existence de cet homme, mais ça c'était aussi fulgurant, quoi. Une intelligence, une capacité d'imagination. C'est un artiste de la science, quoi, ça. Un artiste. Je pense qu'un grand scientifique, c'est un artiste. Dans notre domaine, il y a André Haguez qui a eu récemment, en 2020, un prix Nobel pour avoir trouvé le trou noir au centre de notre propre galaxie. Je dirais, c'est lire, c'est s'instruire. Je pense que c'est vraiment un métier passion, qu'il faut persévérer et continuer, il ne faut pas se laisser décourager. Ce qui me semble important, c'est de suivre ce qu'on a envie de faire sans écouter trop les autres. Et la deuxième chose, c'est ne pas hésiter à attraper un prof ou quelqu'un que vous estimez inspirant. Hein, et puis ne pas écouter ceux qui ne vous inspirent pas. On peut y arriver en ayant une espèce de confiance intérieure. Je donnerai un conseil par exemple aux jeunes filles scientifiques qui pensent que les sciences, la physique n'est pas faite pour elles, mais c'est pas vrai. Elles sont tout à fait capables autant que les hommes, donc il faut se diriger si c'est sa vocation. Y croire, y aller et avoir confiance en soi.